Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, très heureux de participer avec vous à ces premières assises. Très heureux aussi de voir que la construction et la décoration qui est devant moi mélangent architecture, vivant, et que le sujet qui nous réunit est un sujet qui, à la fois, mobilise l'intervention publique, le génie, la stratégie privée, et aussi un vieux fond culturel et traditionnel de notre pays, la propriété. Merci donc d'abord à vous, Monsieur le Président, Messieurs les administrateurs, Mesdames les administrateurs de l'ADEF, d'avoir osé lancer ces assises et d'avoir choisi de rythmer la vie de votre réseau en l'ouvrant sur l'extérieur, et je vois grand monde, pour faire en sorte que vos séminaires, vos colloques prennent une autre dimension. Très heureux donc de vous donner, au nom de M. Benoît Apparu et de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, les félicitations de nos ministres et du gouvernement pour cette initiative bien opportune, puisqu'elle rejoint aussi une série d'initiatives prises par nos ministres, notamment la réflexion urbanisme de projet. Très heureux aussi de participer avec vous à ce moment particulier d'échange, et les tables rondes conduites par Frédéric ce matin montrent que vos ateliers ont été productifs, riches, que les idées, les propositions que vous avez faites nous interpellent, nous intéressent, et qu'on essaiera de s'en servir, mais peut-être aussi que, messieurs les parlementaires, ont entendu des propositions intéressantes, et puisque notre République construit beaucoup avec son Parlement, notamment en matière foncière, pensez donc, 2009, loi mobilisation pour le logement, il y avait sa dose sur le foncier. Grenelle 1, Grenelle 2, vous le savez, notamment on évoquait des ordonnances, mais on a réformé largement PLU et SCOT. Mais n'oublions pas non plus la loi agricole de la même année, qui avait aussi son contenu sur les politiques foncières. Donc, nous avons rendez-vous, vous avez organisé ce rendez-vous avec ce qui est un des fondements de notre société, à la fois celle de la protection du patrimoine individuel ou familial, celle qui est cette tradition qui est d'utiliser l'action publique pour mobiliser ce foncier, et qui sait à la fois s'adosser sur une satisfaction de l'intérêt général, l'intérêt collectif, tout en ménageant l'intérêt particulier. Mais j'y reviendrai. Mesdames, Messieurs, vous l'avez dit, et je l'ai noté, je le relève tout de suite, essayez d'utiliser le foncier, non pas comme un handicap, mais comme une opportunité, comme une force d'intervention, comme un moyen, entre guillemets, de fabriquer une nouvelle ressource. Mobiliser du foncier n'est pas organiser du gaspillage. Mobiliser du foncier, c'est aussi savoir substituer une valeur à une autre, substituer une représentation qu'on a sur ce foncier à une autre représentation. Vous l'avez dit, j'y reviendrai, c'est aussi savoir fabriquer un projet à partir du foncier. Mais ce foncier, c'est d'abord
Une matière première, c'est d'abord un socle physique, et ceux qui construisent sur ce foncier ne me démentiront pas, mais c'est aussi un socle bio-géochimique. Ceux qui s'occupent de sols pollués le voient bien, ceux qui s'occupent de valoriser le vivant dans la trame urbaine et hors de la trame urbaine le voient bien aussi. C'est un socle social, je l'ai dit, c'est un socle patrimonial, et j'ai un peu l'impression que c'est aussi un socle de représentation, presque d'identité. Quand on dit qu'il faut lutter contre l'étalement urbain et l'émiettement, quand on dit qu'il faut réinventer et reconstruire la ville sur la ville, on croise une envie de logement individuel, de résidence personnelle dans son petit coin protégé, et donc maîtriser le foncier, entrer en sobriété et avec cette ressource, c'est aussi savoir proposer une autre représentation et, je le redis, un autre projet de territoire. C'est clair, le foncier, c'est un espace singulier, chargé d'une histoire, l'histoire d'une ville, l'histoire d'un village, l'histoire d'une famille. Et donc, le futur de cet espace doit être partagé et que la vision que peuvent en avoir les autorités publiques doit être assumée aussi par ses propriétaires. Mais souvenons-nous, et quand on décide, qu'on essaye de faire évoluer ce sujet de la rétention foncière, souvenons-nous que ce sujet commence par un sujet de détention avant d'être d'un sujet de rétention, et qu'on croise forcément, à un moment ou l'autre, le foncier comme un lieu d'exercice d'une stratégie patrimoniale, voire d'une stratégie fiscale. Et donc, si les pouvoirs publics s'intéressent aussi au foncier et essayent de développer des systèmes de régulation par la planification, par la fiscalité, par la définition d'un projet qui mobilise, il faut trouver les outils. Je pense que la France s'est dotée d'un certain nombre pour réussir l'équilibre entre l'intérêt privé, l'intérêt collectif et même l'intérêt général. Faciliter la naissance de grands projets urbains tout en respectant le droit de la propriété sacrée dans notre pays. Comment entrer en exercice de prérogatives exorbitantes et rentrer dans un droit de préemption? Comment faire en sorte que la fiscalité soit au service d'un projet de territoire et ne fabrique pas de l'inégalité, voire de l'inéquité. Donc, autrement dit, comment faire que la force publique soit au service d'un projet d'intérêt général et que le coût financier, mais aussi le coût social de cette intervention soit également réparti. Ça, c'est ce qui est un peu compliqué à réussir, et la stratégie du coup par coup, elle est souvent mal comprise et elle est souvent contestée, et c'est donc la nécessité de revenir à une logique de projet d'intérêt général, projet de territoire, où, quelque part, la démocratie élective croise aussi, en amont, la démocratie participative. Comment faire
ce qui s'est un peu fait sur le Grenelle, où les ateliers du Grenelle, les COMOP du Grenelle, les groupes de travail du Grenelle ont un peu précédé, dans la définition de projet, ce que les parlementaires ont choisi de décider in fine, puisque l'étape législative leur appartient et à personne d'autre. Comment faire en sorte aussi que les plus-values dégagées par ce projet public, soient réutilisées, réinvesties? Ben, vous le voyez bien, quand on a commencé à parler des gares du Grand Paris, on a croisé vite, très vite, la notion de périmètre ou de rayon de bénéfices et d'intéressement autour des gares. Donc, entrer en politique territoriale, c'est aussi, en projet territorial, et réussir une planification qui passe par le projet, c'est aussi savoir aller jusqu'à cette idée de répartition des charges et de participation aux bénéfices fonciers. Oui, c'est un peu compliqué à manipuler comme outil. Il faut trouver les instruments de régulation. Si le projet d'aménagement de développement durable, du PLU ou encore mieux du SCOT, si les orientations d'aménagement et de programmation de ces documents de planification sont bien présentées et utilisées, sans qu'on se contente de fabriquer un PLU pour son règlement et par son règlement, il me semble que on aura fait des progrès, et c'est bien ce que les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 nous demandent de faire. Vous l'avez dit dans vos ateliers tout à l'heure, le passage par l'ensemble des composantes du foncier, aussi bien en matière de biodiversité qu'en matière d'espace de production de biens agricoles ou agroalimentaires, que ce soit en matière de production commerciale ou industrielle, cette consommation d'espace qu'on constate aujourd'hui peut être un facteur nuisant à ces lieux de production. Si donc, et c'est bien que nous puissions parler de ce sujet en région Nord-Pas-de-Calais, puisque voilà une région où l'espace artificialisé est à peu près 3 fois la moyenne nationale. Néanmoins, c'est un territoire, une région, où cette conscience de la consommation d'espace est forte, très forte. Le président du Conseil régional vous l'a dit hier, consommation d'espace peut, comme je vous le disais tout au début, fabriquer une opportunité de politique publique. Et moi, je suis heureux de saluer le fait que, si en stock, cette région a plutôt plus consommé d'espace naturel et agricole que la moyenne nationale, en flux, annuellement, aujourd'hui, en pourcentage, elle en consomme beaucoup moins. Donc, ça veut dire qu'une politique publique à échelle régionale, à échelle départementale, peut rejoindre une politique de planification de telle sorte que la sobriété, l'économie d'espace, la valorisation d'espace soit possible. Je souhaite enfin vous dire, puisque nous sommes engagés dans cette démarche d'urbanisme de projet, faire en sorte que, et vous dire que partout, y compris en espace rural, les autorités publiques sont en obligation de procéder et de conduire un renouvellement urbain. Est-ce qu'elles le conduiront uniquement par la règle? Sûrement pas.
et c'est l'idée du programme urbanisme de projet lancé par Benoît Apparu. Est-ce qu'on le conduira uniquement sur des territoires focalisés comme ceux sur lesquels on a choisi de mobiliser l'établissement public en rue? Sûrement pas. Est-ce que ce renouvellement urbain sera conduit municipalité par municipalité? Sûrement pas, vous l'avez dit tout à l'heure. Je reprends les propos de monsieur le député qui disait « On a besoin d'une intercommunalité de projet qui fabriquera une intercommunalité d'ingénierie et pourquoi pas une intercommunalité de transfert de compétences. » Donc si le trio projet, ingénierie, compétences est réuni, nous saurons changer d'échelle. Ce changement d'échelle de responsabilité, d'organisation du territoire a failli se faire pour les PLU à l'occasion du vote de la loi Grenelle. Il ne s'est pas fait. Peut-être que la modification des cartes intercommunales est une autre occasion de revisiter ce sujet. Et puis, si l'intercommunalité peut devenir comme une espèce de prétexte au renouvellement urbain partagé, à la mise en place de politiques foncières, d'économie, d'affectation d'espaces fonciers, à la fois pour des politiques de développement social, à la fois pour des politiques de protection de l'environnement, pour des politiques de sauvegarde des espaces de production agricole, voire des politiques d'installation commerciale ou industrielle. Si cette intercommunalité peut se saisir en projet, en ingénierie, voire en compétences de ces sujets-là, je pense que nous aurons fait un grand pas. En tout cas, je souhaite que les établissements, les outils qui sont à la disposition de ces politiques viennent croiser les responsabilités de ces échelons territoriaux qui se mettent en place. Un petit clin d'œil quand même aux établissements publics fonciers, qu'ils soient à vocation purement de développement urbain, comme les établissements publics fonciers d'État ou les établissements publics fonciers locaux, qu'ils soient liés à la sauvegarde des espaces de production agricole, un clin d'œil aux SAFER qui fêtent leurs 50 ans cette année, ou qu'ils soient, comme le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dédiés à la protection et à l'inaliénabilité de certains espaces fonciers. Tous sont au service de politiques publiques, tous sont au service de politiques publiques qui, depuis le Grenelle de l'environnement, nous obligent à rajouter la donne environnementale aux donnes économiques et sociales sur lesquelles ces établissements avaient l'habitude d'intervenir. Et puis, puisque la loi Grenelle de l'environnement nous le demandait, vous donner une petite information sur le progrès de l'ordonnance sur les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement. Cette ordonnance, telle que nous l'avons préparée, oblige l'État à avoir, puisque la compétence d'aménagement et de planification est une compétence des collectivités, oblige l'État à avoir et à énoncer un projet et une vision pour le territoire à l'amont des décisions des collectivités. Ça, c'est un peu une nouveauté pour l'État. Essayer d'être lui-même porteur d'une vision et de la proposer et de n'être pas que en contrôle de légalité
et vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand l'État et ses services déconcentrés sortent d'une réorganisation territoriale importante. Je voudrais vous dire, mesdames, messieurs, aussi que cette nouveauté que nous souhaitons donner aux établissements publics fonciers et que nous souhaitons partager avec à la fois les acteurs professionnels, mais aussi les collectivités qui vont être en responsabilité, eh bien, je suis heureux de pouvoir compter sur l'ADEF pour rassembler, faire des propositions et nous aider à encore faire évoluer les outils que nous mettons à disposition, voire pour aider aussi, ici ou là, les commissaires du gouvernement, que sont les préfets, à exercer leur rôle avec intelligence et anticipation, puisque c'est un mot que vous avez beaucoup dit ce matin. Enfin, en conclusion, mesdames, messieurs, et puisque mon intervention est juste à la transition entre des regards croisés sur le foncier et une observation du foncier, la table ronde qui vient juste après, vous dire que les services de l'État sont mobilisés au service de ce qui est un vrai capital pour notre pays, que ça soit un capital du domaine privé ou que ça soit un capital du domaine public. La France doit être fière de ses espaces de production, ses espaces naturels, de ses espaces urbains, qu'ils soient publics ou privés, et que nous soyons au service d'une sobriété de cette consommation d'espace et que nous sachions croiser les politiques publiques environnementales, économiques et sociales au service du bien-être de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.